Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire. C'est votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter plus de lumière en ce qui concerne deux sujets principaux. Il s'agit de comment l'Égypte au sein de l'Afrique essaye toujours de coopérer avec les autres pays africains et en, si je peux dire, transformant les crises, les problèmes en tant qu'une opportunité de coopération, de rapprochement entre ces différents pays du continent africain. Deuxièmement, ça sera bien sûr un sujet très intéressant également, comment les Français voient l'atmosphère ou le climat d'investissement ici en Égypte. Donc, ça sera dans la deuxième partie de cette édition. Mais justement, j'ai en ligne à partir du Burundi, M. Essayi Ntendereza, chef des services de promotion des investissements. Vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. M. Ntendereza. Oui, allô? Oui, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Je vous remercie de votre invitation et j'en profite pour saluer nos auditeurs au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau du Caire. Ouais. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est très gentil de votre part de participer avec nous pendant cette édition. Parler même de quelques sujets très intéressants qui touchent même la semaine du Caire pour l'eau. Par exemple, il y avait des déclarations très importantes faites par des responsables égyptiens au cours de cette édition de la semaine égyptienne de l'eau. Par exemple, on trouve que le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, a souligné que l'importance du projet de liaison maritime entre le lac Victoria et la Méditerranée, signalant que ce dernier faisait partie d'un grand rêve de coopération entre les pays du continent africain et les pays du bassin du Nil en particulier. En fait, des telles déclarations faites pendant la semaine du Caire pour l'eau qui s'est tenue presque dans la dernière semaine d'octobre, est intervenu lors de la table ronde des donateurs du dit projet qui est organisé dans le cadre du deuxième jour de la 4e édition de la semaine de l'eau du Caire, tenue sous les auspices du président égyptien, monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi. En fait, le ministre égyptien de l'Irrigation a estimé que ce projet de liaison n'était pas seulement une voie de navigation, mais un projet de développement intégré comprenant un chemin de fer de la Méditerranée au lac Victoria, soulignant également l'importance du projet et ses nombreux avantages dans les domaines du commerce, du tourisme et des communications pour les pays contribuant à sa réalisation. Donc, ce sont les grandes déclarations et actuellement, je dois vous laisser les commentaires, je dois vous laisser les paroles pour nous souligner les différentes dimensions importantes en ce qui concerne ce projet et ses déclarations. Oui, merci. C'est à moi? Oui, je vous écoute. Oui, M. Farag. Oui, comment vous avez trouvé l'importance de ce projet de liaison entre la Méditerranée et le lac Victoria à travers le Nil? Comment vous trouvez, et si je peux dire, cette logique égyptienne à adopter sur le terrain visant à renforcer de plus en plus la coopération entre les différents pays africains, notamment les pays du bassin du Nil? Merci bien, Monsieur Farag. Et donc, l'importance de faire le fleuve du Nil comme un trajet, une route commerciale, c'est un grand projet. Et partir, par exemple, du lac Victoria jusqu'à la mer Méditerranée. Et vous savez que traditionnellement, il y a un grand volume du commerce et qui passe par des océans, par des mers, et notamment, par exemple, au niveau de l'océan Indien, Atlantique, ainsi de suite. Mais vous savez aussi que on a toujours cherché à faciliter le transport des marchandises à travers aussi des canaux comme le canal de Suez, le canal de Panama. Maintenant, le projet mis en avant par la République islamique d'Égypte à travers la déclaration du ministre de l'Irrigation et de l'Hydraulique, M. Mohamed Abdelati. C'est un très grand projet. Et ça simplifierait le transport, le commerce sur le Nil
depuis le lac Victoria jusqu'à la mer Méditerranée, et tout en sachant que les pays qui sont autour du bassin du Nil en profiteraient depuis l'Ouganda, depuis même le Burundi, jusqu'en Égypte, jusqu'à la mer Méditerranée. Oui, c'est la question. C'est la question. Qu'est-ce que de tels projets va ajouter aux pays africains enclavés spécialement? Tout à fait. Mais vous savez, nous avions déjà un projet de construire un chemin de fer. Mais ça, c'est un projet qui devrait aller de l'Égypte, de la mer Méditerranée jusqu'en Afrique du Sud. Et au moment où ce projet-là, on développait une route maritime et profiterait beaucoup, augmenterait beaucoup les transactions commerciales entre les pays du continent africain et plus spécialement les pays qui sont dans le bassin du Nil. Je veux dire, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte, jusqu'à la mer Méditerranée. Oui. Justement, nous avons d'autres sujets très importants. C'est l'entrée ou le lancement et l'entrée en vigueur début 2021 de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a pavé la voie à l'intégration économique. C'est ce qu'a affirmé lundi, ou plutôt c'est ce qu'a affirmé durant les derniers jours la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, Nivine Guema. Et même Mme Nivine Guema a dit que l'accord reliait tous les pays du continent dans un marché libre et facilitait le mouvement commercial interafricain représentait un pas en avant vers l'unification des efforts visant à créer un rassemblement économique africain. Donc, encore une fois, comment vous trouvez l'importance de ZLECAf et les efforts égyptiens visant à rassembler les différents pays africains pour arriver à l'intégration économique au sein de notre continent africain? Merci beaucoup, M. Farag. Vous vous rappelez très bien que c'était au mois de juin, il y a eu un forum des agences de promotion d'investissement de toute l'Afrique à Sharm el-Sheikh. Et l'un des sujets importants que nous avons traité, c'était justement la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. On s'est réjoui déjà du mouvement d'adhésion et de ratification des pays, disons, à cette zone de libre-échange continentale. Et donc, depuis début 2021, la zone est opérationnelle, mais il est temps d'activer, de réactiver pour qu'on puisse déjà passer à une étape supérieure. Je pense que certains pays déjà qui ont déjà ratifié sont déjà en procédure de sensibilisation au niveau national. Et il y a aussi des sensibilisations qui s'organisent déjà au niveau régional, notamment le Burundi, qui fait partie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous avons déjà programmé la semaine prochaine, il y aura déjà 2 journées de sensibilisation justement portant sur la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, c'est extrêmement important que les pays africains puissent se mettre au diapason dans la compréhension de ce mouvement, de ce commerce continental. Oui, mais il s'avère qu'il y a toujours des obstacles pour arriver à de tels buts. Donc, quels sont ces obstacles et comment, d'après vous, il y aura, si je puis dire, des mécanismes efficaces sur le terrain pour les éliminer? Tout à fait. Merci pour la question. Et les obstacles, ils sont toujours là. En fait, si je peux essayer d'imager ou te donner un exemple, c'est quand vous avez un enfant qui vient de naître, il a besoin du temps pour commencer à se développer, pour grandir. Et c'est exactement ça, en quelque sorte, la zone de libre-échange continentale, parce qu'il faut que les gens, les pays comprennent au niveau national, il faut que les populations, les opérateurs économiques soient sensibilisés sur
ce mode d'échange et de zone de libre-échange et effectivement mettre sur pied les différents protocoles pour pouvoir donner des chances à tous les pays en tenant compte des pays les plus sensiblement développés et les pays moins développés, donner les chances. Donc il y a des protocoles qui doivent être discutés, négociés, et notamment si on prend par exemple un pays comme le Burundi, un des pays les plus pauvres du continent et du monde. En fait, Madame la ministre du Commerce de l'Égypte, bien sûr, a affirmé l'appréciation de l'État égyptien pour les efforts visant à relancer les négociations sur la ZLECAf, malgré tous les défis sans précédent résultant de la propagation du coronavirus. Mais en même temps, j'ai une question à propos du coronavirus. Comment cette pandémie a bloqué les échanges commerciaux entre les pays africains? Merci bien. Et déjà, si vous vous rappelez, en début de l'année passée, quand le coronavirus était à son paroxysme, et on avait du mal à pouvoir échanger, c'est-à-dire le mouvement des biens et de personnes dans tous les pays, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais aussi au niveau mondial. On a vu un ralentissement d'échanges de commerce. Vous vous rappelez que les avions, les voyages par avion étaient bloqués, les frontières étaient fermées. Donc ça a certainement eu un impact important dans les échanges de commerce et investissement au niveau de l'Afrique. Mais heureusement, on observe maintenant à une tendance de résilience. Les pays s'adaptent au coronavirus. Et nous avons, les pays développent petit à petit des solutions alternatives, notamment la digitalisation. Vous vous rappelez, pendant les 7-8 premiers mois de l'année passée, on ne faisait que des webinaires, des conférences, des vidéoconférences. Là maintenant, ça reprend petit à petit. Il y a eu des mesures de l'OMC et des pays au niveau national pour pouvoir contrer cette pandémie. Et là, on observe En fait, monsieur Issaï, la pandémie a donné plusieurs leçons aux différents pays du monde, que ce soit en développement ou développé. Justement, on propose quelques vidéos, quelques images en ce qui concerne la dernière visite effectuée à la fin d'octobre par le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, en France, et toujours dans toutes les instances internationales, et même à Glasgow, par exemple, les responsables égyptiens à la tête, desquels le président Abdel Fattah al-Sisi essaie toujours de réclamer de financement pour les pays africains, réclamer des investissements pour financer les projets verts au sein du pays africain, et ça afin d'éliminer les impacts négatifs à cause de la pandémie, dont les pays africains ne sont pas responsables, à cause de ces changements climatiques dont les pays africains ne sont pas responsables, mais c'est tout à fait au contraire. Les pays africains sont les plus impactés par de telles pandémies, que ce soit climatiques ou du coronavirus. Donc, encore une fois, comment vous trouvez tout d'abord les efforts égyptiens à cet égard et chez vous, par exemple, comment vous essayez d'attirer les investissements dans cette nouvelle économie verte? Merci bien. Et d'abord, je tiens à remercier les efforts de l'Égypte déjà à plaider pour des économies africaines qui sont les moins développées. Et le mouvement du président al-Sisi est louable. Et c'est pour vous dire que, par exemple, au niveau des pays les plus pauvres, notamment ici en Afrique, nous sommes des pays qui subissent économiquement, mais qui ne sont pas responsables. On n'est pas, par exemple au Burundi, on n'est pas les plus pollueurs que les pays européens ou les pays asiatiques, par exemple. Mais cela étant, au niveau à
Glasgow, Ouais. au niveau disons, la conférence COP 26. On essaie de plaider, on s'associe au mouvement global de s'accorder à lutter contre le changement climatique, tout en prenant les mesures au niveau national, la conscientisation et puis aussi en mettant une certaine taxe. Mais aussi, actuellement, par exemple, à l'API au Burundi, et nous avons, chaque fois qu'il s'agit de donner des avantages à un investisseur, parmi ce que nous demandons, existe aussi ce qu'on appelle un certificat d'impact environnemental. Ça veut dire, est-ce que le projet ne viendra pas polluer, ne viendra pas polluer, ajouter, disons, contribuer au changement climatique. Donc, nous, au niveau du Burundi, comme au niveau des pays africains, nous nous associons à ce que nous puissions lutter globalement contre le changement climatique. Mais il faudra souligner aussi que nous sommes un pays très pauvre et dégager des moyens effectifs pour lutter contre le climat. On n'a pas ces moyens, on n'a pas toujours ces moyens. Et nous saluons les efforts justement du président Al-Sisi qui plaide pour les pays les plus pauvres et qui ne sont pas les pollueurs, qui soient plus déchargés disons, de ces taxes de pollution. Et nous félicitons aussi, j'en profite aussi pour saluer les promesses du président Justin Trudeau du Canada qui, au cours de cette conférence, a promis un montant de 133 millions de dollars d'investissement du Canada vers le développement Canada-Afrique, justement dans un fonds de lutte contre le changement climatique. Oui. Monsieur Essayi, je dois vous remercier pour de tels éclaircissements à travers votre intervention téléphonique à partir du Burundi. Merci beaucoup, encore une fois. Donc, chers téléspectateurs, nous devons passer justement à ce sujet très important. Il s'agit de cette relation de plus en plus étroite entre la France et l'Égypte dans le domaine économique. Et à partir de la France, le Premier ministre égyptien a confirmé pendant sa visite effectuée presque la dernière semaine d'octobre, a confirmé la diversité des opportunités d'investissement prometteuses dans la terre des pharaons. Avec plus de précision, le Premier ministre Moussa Mahamat a affirmé la diversité des opportunités d'investissement prometteuses en Égypte et qui constituent des axes d'intérêt pour les fonds d'investissement français. M. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion avec des représentants des importants fonds d'investissement et banques français au terme de sa visite à Paris en ce qui concerne, en présence de nombre de ministres égyptiens, l'ambassadeur d'Égypte à Paris, du directeur exécutif du Fonds souverain de l'Égypte. Donc, nous avons actuellement, à partir de France, M. Rizq Chehata. C'est un analyste politique et économique qui va nous parler un peu plus de, si je peux dire, ce partenariat très important entre l'Égypte et la France dans le domaine de l'économie notamment. M. Rizq Chehata, bonsoir. Bonsoir, M. Hani, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale Parti de France pour parler un peu plus des fruits et de ces déclarations faites, les fruits même de cette visite effectuée par le Premier ministre égyptien, Dr Moussa Madbouli, à la fin d'octobre. Et en fait, avant de vous donner les paroles, le Premier ministre a évoqué les importantes évolutions économiques que l'Égypte avait connues durant les dernières années, tout en mettant en exergue le succès réalisé après la mise en vigueur du programme de la réforme financière monétaire, notant que le gouvernement avait adopté un programme de réforme structurelle ambitieux, lequel a frayé la voie à la signature d'un accord régional avec l'Organisation pour la coopération économique et le développement. Donc, d'après vous, encore une fois, comment les milieux d'affaires français et les grands fonds d'investissement, les grandes institutions financières ou économiques françaises voient la performance de l'économie égyptienne?
Oui, bien sûr, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, était à Paris pour 48 heures. Il a fait du bon travail. Il a suivi le plan et les instructions de notre président, M. Fattah el-Sisi. Rappelez-vous, Annie, le président égyptien, quand il est venu visiter la France pour la première fois en tant que président, il a été reçu par le MEDEF. Et le MEDEF, c'est le syndicat des grands patrons français qui gère la bourse et l'indice CAC 40 de la France qui est connu. Donc c'est très important cette collaboration économique. Le Premier ministre a fait des réunions importantes à l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération économique et développement international. Donc c'est quand même une organisation très importante qui fait confiance à l'économie égyptienne et au développement. Le taux de développement en Égypte, même pendant le Covid, il était un taux de développement élevé par rapport à parmi 7-8 pays dans le monde qui avaient un taux de développement positif, alors que le monde sombrait dans le développement négatif. Ouais. Donc, franchement... Non. Je ne dois pas rater de telles paroles, de telles analyses. En fait, vous venez de noter qu'il y a une sorte de confiance à l'égard de l'économie égyptienne. Pourquoi, d'après vous? Avec plus de précision. Absolument, parce que tout simplement, l'Égypte a réussi à faire un environnement stable et de sécurité. Quand on est investisseur, on cherche la sécurité, on cherche la paix, on cherche les intérêts qu'on peut avoir d'exploiter des marchés, des activités. Et l'Égypte, elle a dans plein de domaines, par exemple le domaine solaire, l'électricité. Ici, par exemple, dans le cadre de Glasgow et dans le cadre de cette transformation vers les nouvelles technologies concernant l'économie verte, on trouve que monsieur le Premier ministre a dit que le gouvernement disposait d'un programme ambitieux d'obligations vertes. Selon le grand succès réalisé par l'offre de e-Finance Investment Group et la grande demande de la part des investisseurs étrangers. Donc, les obligations vertes de l'Égypte est devenue de plus en plus très attractive. Bien entendu. Ouais. N'oublions pas aussi la position stratégique géographique de l'Égypte qui est très importante. Ouais. N'oublions pas les accords de gaz avec la Grèce et Chypre. Ça veut dire tout simplement avec tout le continent européen. Et tout ça, c'est fructif et que ça va ramener du travail en Égypte, ça va ramener du développement encore et encore. Et je pense, en suivant la politique économique de notre Premier ministre, mais surtout de notre Président de la République qui fixe les lignes à suivre et tout ça, notre Premier ministre a réussi cette visite à Paris. Il a rencontré plusieurs grands patrons également. Et franchement, il a réalisé les objectifs voulus de cette visite. Donc, on ne peut que se réjouir. Nous sommes déjà alliés stratégiques avec la France sur le niveau politique et sur plusieurs niveaux. Oui. Mais justement, oui, il y a toujours des éléments très importants qui attirent l'attention, la confiance des autres pays quand on parle du niveau économique. Par exemple, l'Égypte a été classée 19e sur un total de 40 États par l'indice Ernst & Young pour les pays les plus attrayants, les plus attractifs en matière d'investissement en énergie renouvelable, ENR, selon bien sûr un rapport publié récemment par le Centre d'information de soutien à la prise de conseil. Nous avons tous les moyens exigés pour être partenaire stratégique avec l'Europe. Que ce soit la position de l'Égypte, le canal du Suez, le gaz, le pétrole, l'énergie solaire qui est l'avenir, bien sûr. La plus grande station d'énergie solaire dans le monde, elle est en Égypte, elle sera en Égypte ou elle est en Égypte. Donc on a tous les ingrédients, franchement, pour réussir une économie saine pour notre pays, l'Égypte. Et moi, j'ai juste un seul mot à dire à M. Fattah el-Sisi. Merci, Président. Vous avez changé complètement le visage de l'Égypte avec une politique très sage dans tous les domaines.
Donc, j'ai envie de lui dire merci et j'ai envie de lui dire vive l'Égypte. Mais ce n'est pas seulement le président qui a fait ça, mais ça à travers le soutien populaire, à travers ce peuple égyptien qui a supporté beaucoup cette réforme économique, sociale et ainsi de suite. Mais bien sûr, le président ne marche plus seul dans de tels trajets de réforme. Et encore une fois, comme même le président dit, le grand héros de telle transition, c'est toujours le peuple égyptien. À propos de ça, oui, à propos de ça, le peuple égyptien, il est souverain. C'est lui qui a le pouvoir, le vrai pouvoir. Souverain et donne la force à sa direction. Oui. Monsieur le Srachhat, donne la force à sa direction politique et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a plusieurs preuves à propos de ça. Et ça est l'un des éléments les plus importants qui attire en fait les attentions du monde entier, les attentions des milieux d'affaires, c'est les côtés des dimensions socio-économiques. Quand monsieur le Premier ministre, par exemple, a parlé à Paris de l'amélioration du climat d'affaires nettement amélioré, d'après lui, en Égypte, au niveau de la réforme économique, au niveau des législations, les Français et les autres pays du monde, comme par exemple la Chine ou d'autres pays, voient qu'il y a toujours une sorte d'amélioration dans les côtés socio-économiques. À travers des initiatives présidentielles comme Ma vie décente, par exemple. Absolument, mais vous avez tout à fait raison, Monsieur Hani. C'est ça, en fait, c'est ça la réalité aujourd'hui. Moi, quand on a parlé du peuple égyptien, bien sûr, j'ai tout de suite pensé à la citation de Général de Gaulle quand il a dit que chaque peuple mérite ses gouverneurs quelque part. Ouais. Et nous avons bien choisi un grand président qui a changé la face de l'Égypte. Dans moins de 10 ans, il a changé complètement la donne pour l'Égypte. Et bien sûr, le peuple égyptien mérite cela, mérite le bonheur, mérite la prospérité. Et nous avons tous les ingrédients. Il suffit juste d'avoir quelqu'un au gouvernail qui choisit les bonnes solutions, la bonne tactique. Et c'est pour cela, moi, franchement, je ne peux que, comme un citoyen égyptien qui vit en France, que de me réjouir de cette alliance entre l'Égypte et la France, encore une fois. Maintenant, dans les domaines économiques aussi, qui est très important. Monsieur, je pense que... Oui, mais Monsieur le Srachhat, l'un des points les plus importants encore pendant cette visite, c'était bien sûr la demande de l'Égypte, ou la réclamation de l'Égypte en ce qui concerne la localisation des industries françaises ici sur la terre égyptienne et en même temps le transfert du savoir-faire know-how, le transfert de la technologie. Absolument, parce que de toute façon, mais on le fait à chaque fois, à chaque marché. Quand on a acheté le porte-avions hélicoptère, on a demandé qu'on fabrique certaines pièces en Égypte. La France a été d'accord. Dans les autres domaines, la même chose. Quand on achète, on doit aussi acheter un peu de technologie pour être made en Égypte. Et que, comme ça, on trouve du travail aux jeunes Égyptiens aussi avec le dernier cri de la technologie. Si je m'exprime ainsi, ça veut dire que on avance aussi, on avance. C'est ce qu'elle a fait la Chine, quelque part. La Chine, elle a acheté en Europe avant et aux États-Unis et elle prenait aussi la technologie avec. Ouais. Et sans technologie, on ne peut pas avancer. Donc, c'est une condition sine qua non. À chaque marché, on achète des avions, on prend un peu de la technologie et on avance, et dans tous les domaines. Et en même temps, par exemple, le président, à partir de Glasgow, a dit que l'Égypte a mené ou a suivi un trajet très important, un mandat très important en ce qui concerne la transformation vers le monde de l'économie verte. Et ça, bien sûr, a été, si je puis dire, observé, guetté de la part d'autres partenaires comme les Français, n'est-ce pas? Absolument. Et malgré que nous avons un peu des ennemis qui essayent de faire tout pour qu'on ne réussisse pas nos objectifs, ils n'arriveront jamais parce que
on a des dirigeants qui comprennent bien le monde d'aujourd'hui et on a des relations avec tous les pays du monde. Et tout ça, ça fait en sorte que l'image de l'Égypte, de la stabilité, de la sécurité... et de la potentialité non seulement naturelle, mais plutôt humaine, qui toujours, si je puis dire, qui toujours soutient l'économie égyptienne à être toujours sur le devant de la scène mondiale. Monsieur Nasser Chehata, merci beaucoup. Merci à vous, Annie. Merci. Et donc, toujours, chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que l'Égypte a essayé d'envisager, par le biais de la coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économique, à tirer profit des expériences et réussi à appliquer les normes d'exportation approuvées par cette organisation aux produits des États membres pour améliorer la qualité de produits égyptiens pour qu'ils soient capables de concurrencer sur les marchés mondiaux. Donc, c'était l'un des éléments les plus importants de cette visite, mais on n'a plus de temps pour en discuter avec M. Nasser Chehata. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes meilleurs souhaits. Toujours bon suite de nos programmes sur l'Alternative Internationale.